En ce moment même, sous vos pieds, se joue la plus grande guerre de l'histoire de la Terre. On parle pas de milliers ni de millions, mais de milliards de morts, chaque jour. C'est un conflit sans trêve, sans pitié, et dont l'enjeu n'est rien de moins que la domination de la planète. C'est une guerre que nous ne voyons pas, presque invisible. Elle est menée par des soldats de quelques millimètres. Mais ce qui est vraiment terrifiant, c'est pas vraiment la violence des combats. C'est le fait que ces soldats n'ont aucun général. Ils n'ont aucun plan, pas de stratégie consciente. Ils ne sont que les cellules d'un organisme colossal qui a décidé d'envahir le monde entier. Et dans quelques minutes, vous ne verrez plus jamais les fourmis de la même façon. Vas-y. Une fourmi ne peut vivre qu'au sein de son espèce, qui se regroupe sous forme de colonies. Elle n'ira jamais se mélanger avec des espèces différentes, Ok. à part peut-être sous la contrainte. Parce que oui, il arrive carrément que certaines espèces de fourmis rendent les autres fourmis esclaves. Donc elle doit très rapidement être capable de reconnaître ses semblables. Ah Pour bon? savoir avec qui elle peut reconnaître des odeurs chimiques de sa colonie. Ce sont Ok. des phéromones qui appartiennent à son espèce. Si une fourmi détecte des phéromones différents des siens, cela déclenche instantanément un comportement agressif. Et par comportement agressif, je veux dire des démembrements, des intoxications, bref, la mort d'une fourmi peut être absolument terrible. Et ok, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Parce que Démembrement. regardez une fourmi, le seul sentiment qui vous viendra sera sans doute de la déception. Parce que si une fourmi seule ne fait qu'obéir à des comportements simples, presque stupides, une colonie entière de fourmis fait tout le contraire. J'ai vu Je Fourmise. vais vous présenter comment fonctionne une colonie, car ici tout est ultra structuré, ultra hiérarchisé, et pourtant sans aucun véritable chef, sans Ok. aucune stratégie ou plan global. Tout est concentré autour de la reine. Elle assure la croissance de la colonie. Son rôle, c'est de pondre des œufs. Tout son temps est consacré à la reproduction. Elle vit plus longtemps que les autres fourmis, certaines vivent par exemple plus de 10 ans. Système Ensuite monarchique. viennent les ouvrières. Ce sont elles qu'on voit à l'extérieur en train de se promener. Elles ne pondent pas d'œufs, mais consacrent leur temps à s'approvisionner en nourriture pour la reine et les larves. Elles entretiennent aussi les galeries, elles s'occupent de tâches de réparation ou d'agrandissement de la fourmilière. Et elles sont infatigables. Monarchie pure et dure. Le Hein. vrai moteur de la colonie. Il parle en x2, il est en 1 x 25 là. Et qui a besoin de soldats. Ok. Cette classe est composée d'individus qui se distinguent par leur masse, beaucoup plus imposants et plus massifs que les autres. C'est vrai qu'elle est beaucoup Ils ont plus des grosse. mandibules, capables de s'attaquer à des proies, de les découper. Et enfin, Ok. les mâles, qui apparaissent sur certaines saisons et ils travaillent pas vraiment. Ils ne défendent pas non plus. Aïe 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 Ils ne aïe. survivent pas bien longtemps. Ils en branlent pas une. C'est de féconder puis de mourir. Ok, on a Juste fait un ils rapide baisent. tour. On peut aller plus loin. dans le Donc, détail. je Ce vous qu'il faut résume. comprendre ici, c'est qu'une On est dans une société monarchique avec une reine, des hommes qui ne font que baiser et une classe de combattants. Et les autres, ils bossent au service de la reine. colonie fonctionne presque comme un corps humain. Chaque cellule prise à part ne sert qu'un rôle précis, mais pris dans sa globalité, les interactions entre chaque cellule créent la complexité et des phénomènes émergents. Les biologistes appellent ça un super-organisme. C'est une colonie d'individus qui travaillent ensemble pour suivre des activités sous forme de tâches et des spécialisations très divisées, comme collecter de la nourriture, évoluer dans son environnement ou choisir un nouvel endroit où s'établir. Et on observe cette organisation chez les abeilles ou dans notre cas, les fourmis. Et Ok. c'est justement parce que ces individus sont si simples qu'on peut observer des comportements aussi complexes. Tout simplement parce que les fourmis sont d'excellentes exécutantes. Elles ne perdent pas de temps à réfléchir, elles ne se rebellent pas, elles suivent tout simplement les ordres. Et ça donne lieu à des choses absolument incroyables. Ok, voici ce qui m'a réellement donné envie de vous faire cette vidéo. Ici, les fourmis sont en train de créer un petit radeau. On a l'impression qu'elles font preuve d'ingéniosité pour parcourir des obstacles. En réalité, chaque fourmi active un mécanisme de survie. Elle s'agrippe à sa voisine et elle essaye de grimper sur Ça, les c'est un radeau de fourmis constitué de fourmis. Ça a du flow quand même. Mais j'ai encore mieux. Salut Les Gucci fourmis Mama. feuilles font de l'agriculture. Et je suis très sérieux, elles cultivent des champignons dans des fermes souterraines. Donc c'est très impressionnant à voir, sauf que c'est pas vraiment ce que vous êtes en train de regarder. Le champignon et la fourmi ont adapté ensemble leur comportement basé sur l'odeur. Donc en fait, c'est le champignon là qui émet des signaux chimiques pour dire à la fourmi d'aller lui chercher à manger. Waouh. Et en échange, il lui fournit de l'arginine, un acide aminé qui est vital pour les fourmis. Et c'est Ok. une symbiose qui dure depuis 50 millions Bon, d'années. vas-y, envoie la guerre là. Je veux juste voir la guerre là. J'ai un dernier exemple, et c'est celui-ci qui m'a le plus interpellé, sans créer le moindre bruit ou idée parasite. On a même compris récemment que le groupe possède une mémoire à court terme. Allez, On y vas-y, vas-y. reviendra plus tard. Merci. Pour l'instant, on peut se contenter de les observer, et ça peut nous être extrêmement utile. Gros. Regardez, pour trouver des vivres, Vas-y. on remarque que les premières fourmis constituent un tracé presque aléatoire jusqu'à la nourriture. Elles laissent derrière elles des phéromones, renforcés par ensuite le prochain passage des fourmis. Ça se structure. Les phéromones des tracés peu empruntés disparaissent rapidement, tandis que le tracé le plus optimisé devient rapidement l'unique chemin utilisé. Logique. Donc, Rationnel. comment ça m'est venu la première fois que j'ai vu ça? On dirait de la programmation. Ok. D'ailleurs, Pas mal, on ça. s'inspire Ça, j'aime bien, ça. aujourd'hui de leur comportement pour résoudre des problèmes complexes. Il existe plusieurs algorithmes de colonies de fourmis, dédiés à la recherche de chemins, parfois utilisés dans la robotique ou sur des réseaux informatiques et de communication. Ça Sur se trouve, YouTube, on ouais, il se trouve tient que plein de sur gens ça. qui reproduisent ces concepts, et j'en ai mis quelques-uns dans la description. Du coup, on récapitule. Les fourmis suivent des règles simples, sont très hiérarchisées et voient les autres espèces comme des ennemis. Des comportements complexes émergent Ok. des fourmis, renforçant leur coordination à un niveau qu'on ne retrouve nulle part ailleurs.
quel domaine pourrait demander une grande coordination sans aucune faille à des échelles gigantesques? Si le prix est votre priorité, réservez votre billet de train. Moi, je vous rappelle, hein, c'est si vous voulez qu'il n'y ait plus de pub, 10 000 followers sur la chaîne Replay, on est à 8400. Point d'exclamation Replay. Et il n'y aura plus de pub. Salut Camille, ouais, là on est sur les fourmis là. Les fourmis sont incroyablement efficaces pour faire la guerre. Et c'est ici, dans le bassin du Paraná, que la bataille commence. Au nord de l'Argentine, sud du Brésil et de l'Uruguay. Un lieu regroupant une très forte diversité de fourmis. Chaque fourmi, même semblable, a une Pourquoi j'ai l'impression que tous ces storytellers s'expriment de la même manière? Parce qu'ils s'expriment tous de la même manière. odeur légèrement différente. Deux fourmis argentines à seulement 100 mètres l'une de l'autre ne se considèrent pas comme de la même famille. Et du coup, elles dépensent une énergie folle à se battre dans une histoire qui se répète inlassablement. Il y a C'est un des comportement des effets. inspiré. Et c'est là que c'est triste. Elles n'ont littéralement pas le choix. C'est pas une exagération. Si vous ne comprenez pas à quel point les fourmis sont condamnées, voici une expérience. En 2007, dans les laboratoires de l'Université de Californie, 3 scientifiques manipulent des fourmis argentines. Ils ont l'idée d'appliquer des hydrocarbures venant d'une autre colonie à une des fourmis du groupe. Les hydrocarbures, c'est ce qu'utilisent les fourmis pour se reconnaître entre elles. Ok. Et la réaction ne se fait pas attendre. Les fourmis ne prennent même pas le temps d'essayer de comprendre. La fourmi de la même espèce est soudainement devenue une ennemie. Un combat se déclenche immédiatement. C'est un réflexe inné. Il l'arrache. Pas la place. Aïe, aïe, aïe. Retenez donc que si au sein d'une colonie, les fourmis sont un super exemple de coopération, ben avec les espèces extérieures, c'est presque l'histoire inverse. Ok. Donc forcément, sur le bassin du Paraná, qui a une grande diversité, c'est un vrai bain de sang qui se prépare. Donc nous, on est l'arbitre, et on a bien de la chance, parce qu'on va assister à une violence absolument inouïe. Vas-y, envoie. Les fourmis coupe-feuille, elles sont bien plus grosses que les fourmis habituelles, Ok. et ont la faculté de... Petit effet Smash. Mais tout ça, c'est rien du tout comparé à la première rivale de la fourmi d'Argentine, la fourmi de feu. Celle-ci, elle compte pas se laisser faire. Elle livre une bataille d'une Donc, intensité. coupe-feuille, rarement feu. vue en tant que fourmi. Et elle possède d'ailleurs tout On l'attirance. a le type plante. Un dard venimeux qui provoque Waouh des brûlures intenses. Elle est prête à se battre pour chaque millimètre. Vous avez vu le dard venimeux? Il existe encore d'autres fourmis sur le terrain, Le dard venimeux, ça a du flow. Hein. Vous avez vu le jet là? Regardez. rarement vues en tant que fourmi. Et elle possède d'ailleurs tout l'attirail parfait. Attends, il est où le jet? Elle livre une bataille d'une intensité rarement vue en tant que fourmi. Et elle possède d'ailleurs tout l'attirail parfait pour ça. Bah, je le vois Dard plus. venimeux Ah, si, il est là, là. des Bra. brûlures intenses. Pas mal. Prête à se battre pour Là, le chaque dard venimeux, millimètre c'est quelque de chose. son territoire. Il existe encore d'autres fourmis sur le terrain, comme des fourmis aztèques ou des fourmis géantes. Ok. Cette diversité fait qu'aucune fourmi ne parvient à prendre l'ascendant. Ah. Chacune a ses forces et ses faiblesses qui créent un équilibre C'est dans Pokémon en fait. un équilibre qui génère une quantité de morts absolument affolante. C'est une violence qu'on a du mal à voir. On dirait le gif de D'Artagnan, c'est vrai. Quand on marche à côté, on a du mal à voir ce qui se Manuel passe. Ferrara. Quelle indignité. Des fourmis qui utilisent leur nombre pour immobiliser une proie, tirant aussi fort que possible sur chaque patte et antenne pour que le corps se déchire. Damn. Ne vous inquiétez pas, elle gagne à la fin. S'aspergent d'acide qui étouffe leur adversaire. Oh là là. Sur le terrain, les fourmis de feu qui ont la malchance de rester en vie pourront parfois croiser des mouches, mais pas n'importe lesquelles. Les mouches foridées qui pondent à l'intérieur d'elles. Oh là là, ça me Lorsque les débecte. testicules éclosent, ils dévorent lentement le cerveau de leur victime, jusqu'à ce que la tête finisse par tomber. C'est un véritable massacre quotidien. D'accord. Et pourtant, c'est presque une bonne chose. Parce que cet équilibre permet en réalité à toutes les espèces de coexister, à D'accord. l'environnement de garder sa diversité. Mais tout ça, ça va pas durer. Cette petite bataille va prendre une toute autre ampleur. Vas-y, envoie. À On la a fin du 19e siècle, le commerce mondial se met en place via le transport maritime. Ok. Certaines fourmis d'Argentine se retrouvent à voyager clandestinement et on commence à l'apercevoir aux 4 coins du monde. Ok. Et cette fourmi d'Argentine, elle a même un fort attrait. Donc il y a une invasion de fourmis argentines. Des hivers plutôt doux et des étés secs. Ce qui explique sa forte présence sur la côte d'Azur, en Californie, Australie et... Dès son arrivée, elle commence à s'attaquer aux autres espèces de fourmis. Elle éradique les fourmis locales et face au nombre, elles ne survivent pas bien longtemps. Donc il y a vraiment une invasion de fourmis argentines là. Qui va expliquer l'expansion rapide des fourmis d'Argentine. En quittant ces terres, la diversité génétique de ces fourmis a Lionel Fourmi, excellent. Là où auparavant une petite différence d'odeur lançait un combat, désormais elles pensent toutes faire partie de la même famille, une famille géante, qui s'apprête à dominer bien plus que le petit monde des fourmis. Vas-y. Pas loin de là, les lézards qui se nourrissaient de ces mêmes fourmis se retrouvent affamés. La chaîne alimentaire se retrouve impactée. Dans Mais là, ils certaines se tapent, régions, là, non les fourmis s'attaquent aussi aux oisillons. Non, ça me nourrissant débecte, de c'est leur bon, tissu. c'est bon gros. Protéger des chenilles contre les parasites, c'est désormais tout le contraire. Les chenilles se font dévorer. On a observé une chute dans la diversité des araignées, les scarabées, les coléoptères. En fait, les fourmis monopolisent à tel point les ressources qu'il ne reste plus rien pour les autres espèces. Ok. La fourmi d'Argentine domine désormais, à son échelle, la Terre. Elle a appauvri la biodiversité. Another L for le capitalisme. Elle a construit le monde à sa façon. C'est Elle a remodelé le aucun capitalisme pensée international pour qui a entraîné Si ce l'exemple de la fourmi invasive est si impactant, c'est bien parce qu'il nous ressemble. fléau. Sommes-nous en train de nous comporter comme la fourmi d'Argentine, une espèce invasive qui détruit tout sur son passage? Parce que tout comme ces fourmis, nous All dominons my homies notre échelle, hate nous les nous fourmis battons d'Argentine. pour le territoire.
On semble tous ici être condamnés à nous battre pour l'éternité, comme les fourmis. Bon, Pourtant, il y a une différence majeure entre l'homme et la fourmi. bon ça, Ça aurait pu être rien de plus qu'un simple convoi de fourmis, mais c'est bien plus que ça. Parce que la nuit venue, la colonne de fourmis est encore là, inarrêtable. Il Mais par décide contre, le alors nombre de suivre fourmis, cette c'est file de choquant. fourmis Avant de découvrir ce qu'il qualifie de la chose la plus folle qu'il ait vue de sa vie. Elle traverse l'enceinte du laboratoire, puis des bosquets rejoignent la plage, tournent autour d'un arbre, remontent la berge jusqu'au laboratoire et rejoignent le début de la file, et forment un cercle. Il comprend que les fourmis sont en train de tourner en rond, et pas qu'un peu. Le cercle aurait une circonférence de 370 mètres. Il Ok. fallait 2 heures et demie pour qu'une fourmi en fasse le tour. Des fourmis qui se suivent donc, l'une après l'autre, dans une rotation continue. On appelle ce phénomène la spirale de la mort, car il arrive que ces fourmis meurent d'épuisement en se suivant les unes les autres. C'est un phénomène observé dans les structures organisées, comme les colonies. Il se produit lorsqu'un groupe de fourmis est séparé du groupe principal, qu'il perd la trace du chemin de phéromone qu'il était en train de Ok. suivre. Chaque fourmi commence à se suivre et renforce le chemin sur lequel elles sont, jusqu'à la mort. Petite pub, Hero Wars, on prend. Les pubs de merde, c'est une folie. Les Ça fourmis finance le agissent créateur. selon des règles simples, presque semblables à des automates. Elles n'ont pas vraiment la capacité de libre arbitre, et encore moins une vision à long terme. Et c'est bien pour cette raison La que map les fourmis est un ne carré. comprendront jamais l'impact qu'elles ont sur le monde. La vie n'a jamais eu besoin d'être aussi évoluée, et cette vision à long terme dont nous bénéficions, c'est presque une anomalie de la vie. L'humain, à l'heure où je vous parle, est bien une des seules espèces que nous connaissons capable d'en faire une expérience aussi poussée. Et on peut l'expliquer, chez l'humain, notre cortex préfrontal est plus développé que chez d'autres Bon, ok. Bon, je vous mets le lien de la vidéo dans le chat pour ceux qui veulent. Ça, vous pouvez finir, mais en tout cas, ne devenez jamais une fourmi. 529 000 vues quand même. Bravo, try. Ne devenez jamais une fourmi. Voilà. Comme ça, au moins, si vous aviez envie de devenir une fourmi, vous avez de bonnes raisons de ne pas le devenir. Vous êtes fait encore engueuler par les communistes, ah bon? Pourquoi? Tu parles d'aura et de fourmis, mais quand parles-tu du film One Piece sur God Valley en 2027? Alors, je vais être honnête avec toi. Salut Axou. One Piece, ça va, mais j'en suis pas un fan hardcore. Genre, voilà, c'est genre. Voilà. Salut, je viens tout juste de finir la rediffusion des news d'hier. C'est une super idée de faire ça. Oui, maintenant, c'est vrai que vous avez maintenant la capacité, si vous le souhaitez, nouvelle fenêtre, d'aller sur la chaîne replay pour voir l'intégralité des news. Non pas que ça a d'ailleurs très bien marché pour l'instant, en termes de vues, mais vous pouvez aller voir l'intégralité des news. Donc là, du 23, là, du 24. Donc vous pouvez tout le segment news. Donc là, il y a les versions toujours découpées hein, pour les petites vidéos courtes. Et il y a les news complètes si vous le souhaitez. Comme ça, vous pouvez aller directement tout regarder. Il y a aussi les réacs, les talks, les trucs en tout genre. Donc n'hésitez pas. Mais comme ça, vous pouvez avoir les versions complètes si vous le voulez. À quand les réacts animés, je mets. Alors qu'Hunter x Hunter, ah, j'adore. Salut Arthur, je viens de voir un des replays avec le viewer qui expose son problème business en live. Super intéressant. Comment on participe? On va structurer ça. On va structurer ça, mais reste branché, on va en faire d'autres. On va en faire d'autres. T'as un problème business? Curieux? Quel est ton problème business? T'as vu les chiffres de T1? C'est fou que ce jeu... Ah, du TI, pardon. T'as combien de RPM sur la chaîne replay? Je vais te dire. Je vais te dire. Le RPM de la chaîne replay. Revenu. Je suis à 4 €. 4 balles. « 4 balles. La vraie question à laquelle nous avons tous besoin d'une réponse, c'est est-ce qu'un poisson peut avoir soif? Ouais, c'est une bête de question. Est-ce qu'un poisson peut avoir soif? Est-ce qu'un poisson peut avoir soif? Moi, je pense que oui. Mais comment il peut avoir soif? Parce qu'en fait, est-ce qu'un poisson boit? Est-ce qu'un poisson boit? La question de fou, ouais, mais la question est intéressante. Est-ce qu'un poisson, ça boit?
Un poisson sans eau meurt. Oui, mais il boit à travers sa... Enfin, il ne boit pas à travers sa bouche. Il a besoin d'être dans l'eau, mais il n'a pas besoin de boire de l'eau. S'il n'a pas besoin de boire de l'eau, est-ce qu'il a la sensation de soif? Mais est-ce que la sensation de soif, c'est le fait d'avoir... Est-ce que lorsque le poisson est en dehors de l'eau et qu'il est en train de mourir, est-ce que on peut dire que à ce moment-là, il a la sensation de soif? Il suffoque. Franchement, je sais pas. C'est une bonne question. Je crois, si je me rappelle bien, que les poissons de mer boivent, que les poissons d'eau douce l'absorbent par osmose. Comment on peut répondre à cette question? Est-ce que les poissons... Oula. Est-ce que les poissons ont soif? Est-ce que les poissons boivent de l'eau? Est-ce que les poissons boivent de l'eau? Those fish drink water. Le tatou. C'est combien sa vidéo? Combien de temps? J'espère que c'est pas trop long. 4 minutes. Poisson, ça, c'est un être humain. Ils ont tous les deux un point en commun. Ils boivent de l'eau. Mais le poisson a un avantage sur nous, c'est que lui, il pourra difficilement manquer d'eau. Par contre, il pourra jamais apprécier le bon goût d'une bière fraîche en terrasse. Ok. Aïe, aïe, aïe. Ça va faire du bien, ça. Et ça, c'est bien fait pour Ça, c'est ma Mais France, tous les ça. poissons n'ont pas exactement les mêmes besoins niveau hydratation. Et pour aller au plus simple, on va les séparer en deux parties. les poissons d'eau de mer et les poissons d'eau douce. Vas-y. Certains ont besoin de plus d'eau que d'autres, et on va vous expliquer pourquoi. Vas-y, on Le voit. principal entre les deux milieux, c'est la concentration de sel dans l'eau. Et on va commencer avec ceux qui y sont le plus habitués, les poissons d'eau de mer. Déjà, même si eux la boivent, on vous rappelle que pour l'être humain, c'est formellement déconseillé. Boire de l'eau salée, même si vous crevez de soif, ça peut vous apporter que des problèmes. Ça accélère la déshydratation, ça peut vous rendre fou, voire même vous tuer. Donc on évite, s'il vous plaît. Mais pour les poissons d'eau de mer, le sel, c'est pas vraiment un problème. En fait, ça leur pose qu'un seul souci. En étant constamment entourés d'eau salée, eux aussi ils se déshydratent rapidement, et donc ils sont obligés de boire en permanence pour survivre. L'eau Ok. salée les menace, et donc pour se protéger, ils boivent de l'eau salée. On pourrait croire que la nature est mal faite, mais en même temps, ils n'ont pas vraiment d'autre choix. Ils n'ont Donc les poissons d'eau de mer boivent en à permanence. disposition. Il y a que de l'eau dans l'océan, c'est pas genre entre 200 et 500 mètres de profondeur, t'as une couche d'orangina. Donc, ils boivent de l'eau salée et ils se plaignent pas. Mais du coup, comme on vous le disait, l'eau salée pour s'hydrater, c'est pas vraiment le meilleur choix. Et lui, techniquement, il remet de l'eau salée sur de l'eau salée, puisqu'il en est constitué. Alors, comment il fait? Eh bien, il va filtrer l'eau pour se débarrasser de l'excédent de sel via ses branchies et son urine. Il pisse d'ailleurs peu souvent, mais une urine ultra concentrée. C'est limite s'il pisse pas des cristaux de sel directement. Est-ce que c'est lié? Les deux? Donc le poisson d'eau de mer boit l'eau salée qui l'entoure, en Ok. évitant le surplus de sel pour pas en mourir. Mais il boit. Le poisson d'eau douce, c'est différent. Il est également constitué d'eau salée, mais son élément naturel, autour de lui, ne l'est pas. Et ceci engendre un phénomène qui peut être risqué pour notre poisson, l'osmose. C'est un phénomène qui nous concerne tous, dans des proportions et des applications différentes. Mais nous, on va uniquement parler de l'osmose qui concerne notre sujet. Dans cet Ok. exemple très précis du poisson, l'osmose veut que lorsqu'un liquide juxtaposé à un autre est moins concentré en sel que l'autre, il va spontanément s'y diriger, créant un courant depuis l'eau douce jusqu'à l'eau salée. Voilà. Et notre poisson d'eau douce, lui, il est hyper osmotique. Ça veut dire qu'il contient plus de sel que l'eau qui l'entoure, Ouais. et donc il reçoit naturellement et passivement de l'eau douce. L'osmose fait son taf, et du coup, l'eau du fleuve, du lac ou de la rivière pénètre naturellement dans le système du poisson. Par cet apport naturel conséquent en eau, il n'est que très peu obligé de boire de lui-même, et il doit uriner un max pour évacuer le trop plein d'eau. En comparaison, le poisson d'eau de mer, lui, il est hypo-osmotique. Il contient moins de sel que l'eau qui l'entoure, donc le courant se fait dans le sens inverse. L'eau se dirige naturellement du corps du poisson vers son milieu naturel. Il en perd donc beaucoup et doit beaucoup... Donc il doit beaucoup boire. Ok, logique. On va ouvrir une petite parenthèse sur les oiseaux marins et les requins. Non, j'en ai rien à foutre. Aussi. Alors, ok, donc déjà, Donc, premier sujet, premier pan de réponse à cette question fondamentale de est-ce que les poissons ont soif? Les poissons boivent. Donc déjà, comme les poissons boivent, s'ils boivent, ça veut dire qu'ils peuvent, à mon sens, avoir la sensation de soif. Et cette sensation de soif, elle est proche de la sensation d'étouffement qu'on peut connaître quand on n'a plus d'oxygène. J'imagine. Donc oui, je pense que les poissons ont soif
quand ils sont sortis de l'eau. Voilà. Voilà pour mon avis fondamental à cette question très 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 précieuse. Est-ce que les poissons ont soif? Tiens Arthur, tu voudrais postuler? Ouais, j'ai déjà vu mon gars. J'ai déjà vu T1 cherche un nouveau CEO. T'as vu que G2 a communiqué leurs chiffres, on va en parler, ouais. Est-ce que la soif c'est une envie ou un besoin? Bah, c'est un besoin. Ce besoin crée une envie. Ok, deuxième question, est-ce que les zèbres sont blancs rayés noirs ou noirs rayés blancs? Ça dépend lesquels. Ça dépend s'il y a plus de blanc que de noir. Pour moi, ça se joue au cas par cas. Tu peux avoir envie de boire sans que ton corps en ait réellement envie. Bah non, là c'est... Tu peux avoir envie de boire sans que ton corps en ait réellement besoin. Mais si tu as envie de boire, c'est que ton corps te dit qu'il en a besoin. Salut Camille. Bienvenue dans ce live. Normalement, on parle de choses sérieuses, mais c'est vrai que là, on est parti sur un délire. Je suis à l'hôpital. Ok. Quel va être le message de suite? Je suis inquiet. Ça peut être un... La suite peut nous surprendre. Je suis à l'hôpital, coup dur pour Guillaume. Whatever it means. Je sais pas si... je pense qu'il y a une personne en perdition dans le chat. À noter que ton corps te fait ressentir la sensation de soif, c'est que tu es déjà bien déshydraté. Ok, vraie question, penses-tu un sourd dans sa tête il n'a jamais entendu de voix? Je sais pas. On va pas lancer l'intégrale des questions folles.